Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne. J'espère aussi que vous passez ou vous avez passé de très bonnes vacances d'hiver. Alors avant de commencer cette vidéo, encore une fois, je voulais tous vous remercier pour votre fidélité parce qu'on est quasiment à 900 abonnés. Donc c'est génial, on est presque à 1000 abonnés. Donc c'est super top, je m'attendais vraiment pas à ça. Et puis je voulais aussi remercier tous les gens qui me posent des questions et puis qui mettent des commentaires super sympas sur mes vidéos. Donc merci à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de VTX. Il y a certainement plein de questions que vous vous posez sur les VTX. Alors les VTX, c'est quoi? C'est VTX, ça veut dire vidéo transmetteur. Donc c'est le transmetteur vidéo. Donc en gros, c'est ce qui fait un petit peu l'interface entre la caméra qui est sur votre drone et vos lunettes de FPV. Et ces VTX, j'ai eu quelques questions qu'on m'a posées. Alors les potes qui m'ont posé quelques questions par rapport à ça, comment on faisait par exemple pour activer le Smart Audio, l'IRC Tramp, enfin plein de termes techniques en fait, la polarisation, polarisation à droite, polarisation à gauche, qu'est-ce que ça voulait dire? Et puis comment l'activer aussi sur Betaflight, parce que vous devez certainement le savoir, mais on peut changer facilement la fréquence de son VTX. Quand on vole avec des copains, quelquefois on va arriver au terrain et on se trouve sur la même fréquence. Donc avec votre radiocommande ou même au travers des Lua Script, on peut changer la fréquence du VTX. Mais pour ça, il faut faire des branchements sur le flight controller. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer tout ça, tout simplement. Donc un petit peu tout ce qu'est le VTX, comment il faut le brancher, tous les éléments qui vont autour, les antennes, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis j'espère que vous apprendrez plein de choses au travers de cette vidéo. Donc on va passer au générique et puis après on passe directement à l'atelier où je vais tout vous expliquer. A tout de suite. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je vous explique comment brancher votre VTX sur votre flight controller, on va faire un peu de théorie. Donc au niveau des définitions, un VTX, comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est le vidéotransmetteur. Donc c'est le transmetteur vidéo. Donc cette petite pièce-là, en fait, va faire l'interface entre votre caméra FPV et puis vos lunettes de FPV et va vous envoyer donc le signal vidéo directement sur vos lunettes de FPV. Au niveau des fréquences, pour ces VTX-là, on est en 5,8 GHz. Donc pourquoi on a utilisé le 5,8 GHz? Parce que la plupart des radios, si vous avez par exemple une Taranis, en général, on est sur des fréquences de 2,4 GHz pour la transmission des infos pour pouvoir contrôler le drone au travers de notre radio. Donc du coup, on ne pouvait pas utiliser la même fréquence. Alors le 2,4 GHz, il a des avantages puisqu'il a une portée qui est plus importante que le 5,8 GHz. Il peut transporter un petit peu moins d'informations, mais par contre, sa portée, elle est supérieure au 5,8 GHz. Mais pour les applications qu'on a, le 5,8 GHz correspond à nos attentes. Alors sachez aussi qu'il existe des VTX qui sont en 2,4 GHz. On n'abordera pas le sujet ici. C'est des VTX qui sont utilisés pour des applications un peu plus spécifiques, comme le long range. Dans certains pays, on a le droit de faire du long range, donc les personnes peuvent utiliser du 2,4 GHz, et puis à ce moment-là, ils vont utiliser par exemple un Crossfire ou un R9 de chez FrSky. Donc c'est du coup des transmetteurs radio qui émettent pas du tout sur du 2,4 GHz, puisqu'ils sont en général en 868 MHz ou en 915 MHz. Donc voilà. Après, en France, les fréquences qui sont autorisées pour nos VTX, elles vont de 5725 à 5878 MHz et la puissance max, c'est 25 mW. Donc après, voilà, vous faites comme vous voulez, ça c'est de l'information.
la puissance d'émission maximum. Normalement, on n'a pas le droit de dépasser 25 mW, donc la portée, elle est relativement réduite. Alors là, je vous ai mis 3 VTX qui se branchent tous de la même façon, qui sont de différentes marques, alors qui ont des petites différences, par exemple au niveau du protocole de communication dont on va parler après, et puis qui ont des petites différences au niveau de leur connectique. Donc le premier, c'est un TBS Unify Nano, donc TBS qui est très très connu. Donc vous voyez par rapport à la taille de ma main, la taille qu'il fait, et ça c'est un VTX qui est capable d'émettre jusque 400 mW, donc c'est quand même très très impressionnant par rapport à la taille de la bestiole. Il pèse 1 gramme. Donc ça, si vous voulez monter ça, par exemple sur des toothpicks, c'est vraiment recommandé parce qu'il a un poids qui est ultra réduit. Alors ensuite, on a un autre VTX qui est de chez Immersion RC, donc IRC, c'est le Tramp HV. Alors ça, c'est aussi un VTX qui est assez répandu, que pas mal de personnes utilisent. Alors il est un petit peu, je sais pas, mais j'en entends plus beaucoup parler de celui-là, mais il a quand même fait ses preuves. Il est pas mal et il fonctionne très très bien. Moi j'en ai un sur un quad qui m'apporte entière satisfaction, donc il fonctionne bien. Et c'est un Tramp HV. Alors ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Le HV, ça veut dire High Voltage, donc ça veut dire qu'on peut le brancher directement sur la batterie du drone. Alors pas sur la batterie, mais sur les connecteurs de votre ESC. Par exemple, si vous avez un ESC qui est 4 en 1. Et puis ensuite, celui-là, c'est un des plus répandus et un des plus économiques. C'est le Ishin, c'est le TX805. Alors ça, c'est un petit peu une bête de somme. C'est pas un VTX qui a les tout derniers raffinements comme chez TBS par exemple, mais c'est vraiment suffisant si vous débutez. Je crois qu'il coûte moins de 20 € sur Banggood. Et ça fonctionne très très bien aussi. Il y a plein de personnes qui utilisent ça et qui en sont excessivement contents. Donc après, quelles sont les différences au niveau de chacun de ces VTX? Alors, ces deux-là, ils utilisent un protocole de communication qui s'appelle le TBS Smart Audio. Donc ça, je vais vous montrer un petit peu plus tard sur Betaflight. Mais c'est un protocole de communication, en fait, dont on a parlé tout à l'heure, qui permet de changer au travers de la radio la fréquence et puis la puissance d'émission de votre VTX. Donc c'est quand même relativement pratique, parce qu'il y a certains VTX qui ont des boutons sur lesquels on peut appuyer. Alors ici, par exemple, sur celui-ci, il se trouve là, je vais essayer de faire la mise au point, voilà. Et puis sur celui-ci, le tout rikiki, il y a aussi un bouton qui est là. Mais très sincèrement, c'est super chiant à faire, surtout quand tout est installé dans le drone, et c'est quand même beaucoup plus pratique de passer par sa radio pour pouvoir changer sa puissance d'émission, sa fréquence. Ça va quand même beaucoup plus vite. Et puis après, il y a un autre protocole. Donc là, on vient de parler du TBS Smart Audio, et il y a un autre protocole qui s'appelle l'IRC Tramp. Donc IRC, c'est Immersion RC, et le Tramp, c'est le nom du protocole. Donc finalement, c'est des protocoles de communication donc qui sont propres à chaque VTX, mais qui sont à configurer. Donc quand vous allez configurer votre VTX dans Betaflight, il faut que vous sachiez sur quel protocole de communication est votre VTX. Ou soit il est sur IRC Tramp, ou soit il est sur TBS Smart Audio. Alors après, Ishin, par exemple, eux, ils sont en TBS Smart Audio. Donc je pense que c'est tout simplement une licence qu'ils achètent chez TBS. Et puis ils les équipent comme ça pour qu'ils puissent fonctionner sur ce protocole. Ensuite, alors, je vais faire un rappel. Alors, c'est pas vraiment un rappel de sécurité, mais c'est plutôt pour vous éviter de cramer votre VTX. Souvent, quand on débute, on est pressé, on veut faire des essais, et puis en général, on branche son drone, et puis on n'a pas encore mis d'antenne au niveau du VTX. Donc de ce côté-là, c'est là que vous allez brancher votre antenne. C'est super important de brancher l'antenne parce que sinon, en gros, le VTX, il n'a aucun moyen de dissiper sa puissance et la puissance, elle va revenir. Et dans le pire des cas, votre VTX, vous allez le cramer. Donc,
branchez toujours une antenne au bout sur la prise de votre VTX, même quand c'est pour faire des essais qui durent 5 secondes, parce qu'on sait très bien que les 5 secondes se transforment généralement en 5 minutes, voire 10, parce qu'on n'arrive pas à régler, on n'arrive pas à ajuster ce qu'on veut. Et puis, au bout d'un moment, le VTX il s'éteint, on ne sait pas pourquoi, et c'est tout simplement parce qu'il crame. Alors certains VTX sont équipés, ils ont des protections thermiques et ils vont se couper s'ils chauffent trop, mais vraiment, mettez une antenne sur votre VTX, ça vous évitera bien des problèmes, parce qu'après on a de temps en temps une image qui va apparaître en noir et blanc, on a des lignes, on se demande pourquoi, et les 3/4 du temps c'est parce qu'à l'atelier on n'avait pas branché l'antenne. Donc assurez-vous de bien brancher l'antenne, je me répète, mais c'est vraiment super important. Alors après on va passer au format des antennes. Alors sur celui-ci, vous voyez, on va passer directement à l'antenne qui est au bout, à la prise d'antenne. Vous avez deux formats qui existent. Vous avez le SMA et le RP-SMA. Alors le RP, ça veut dire Reverse Polarity, donc ça veut dire que la polarité, elle est inversée. En gros, ça veut dire que le format, il est différent. Alors sachez que si vous avez par exemple une SMA, comme celle-ci, donc la SMA, on la reconnaît parce que c'est l'antenne. Donc là, on est sur l'antenne côté femelle. Vous avez un trou. Donc ça va être de la SMA. Et assurez-vous bien que votre antenne, ici, elle soit aussi en SMA. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez brancher, si vous utilisez une antenne d'un autre format, par exemple la RP-SMA, vous voyez, vous avez deux trous. Donc quand vous allez les brancher, il ne va pas y avoir de connexion qui va se faire. Et puis au final, ce qui va se passer, c'est que vous allez aussi cramer votre VTX puisque vous n'avez pas de connexion qui se fait. Donc assurez-vous bien que si vous achetez votre VTX, vérifiez dans les caractéristiques. Donc si vous êtes en SMA ou en RP-SMA, et achetez l'antenne qui soit au même format, à savoir SMA ou RP-SMA. Alors, où ça se corse un petit peu plus, avec ces VTX-là, c'est simple, parce qu'ils viennent directement équipés, donc l'antenne, elle est branchée. En général, les 3/4 du temps, ils vous fournissent la prise qui va bien, même si elle n'est pas branchée. Mais là-dessus, c'est pareil. Si par exemple, vous arrachez votre antenne, votre fil d'antenne, il va falloir que vous le remplaciez. Donc là-dessus, il va falloir connaître le format. Et là, par exemple, donc au bout de ce VTX Ishin, on a une prise ici, et l'antenne, elle n'est pas directement branchée. Vous voyez, j'ai l'antenne qui est en séparé. Donc là, on est sur du MMCX. Ce type d'antenne-là, donc vous avez le format droit ou à 90 degrés, vous voyez, ça c'est du MMCX. Donc ça, c'est ce qui va se brancher, en gros, entre votre VTX et puis votre prise d'antenne. Donc là, on est, je le répète, sur un format MMCX. Ensuite, en général, des formats de VTX qui sont un petit peu plus petits, on va avoir un autre type de format. Alors celui-là, il s'appelle UFL. Et ça se clique directement sur le VTX. Donc là, vous le mettez dessus et vous le cliquez. Alors c'est très petit, je ne vais pas le faire parce que là, ce VTX là, il est tout neuf et je ne l'ai pas encore utilisé. Mais ce n'est pas forcément ma prise favorite parce que les 3/4 du temps, vous le branchez une fois, vous le débranchez une fois et après, il y a un petit peu de jeu et puis ça a tendance à se barrer. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que c'est branché, je mets directement de la gaine thermo tout autour pour que la prise reste plaquée directement sur le VTX et qu'il n'y ait pas de souci. Alors sur les récepteurs Crossfire par exemple, c'est le même type de format. Donc ils utilisent ça pour des raisons de compacité forcément. Quand vous voyez la taille et le poids que ça fait, c'est super compact, ça prend pas de place, donc c'est pratique. Mais assurez-vous quand même de mettre un petit peu de gaine thermo, c'est quand même beaucoup mieux. Donc le MMCX, moi, c'est vraiment mon préféré. Parce que celui-ci, en fait, vous le cliquez, c'est super franc.
Vous pouvez faire ça 100 fois, il n'y a pas de souci, ça va sans cliquer. Et la connexion, elle est franche, elle tient bien, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Alors ça m'est arrivé une fois de casser directement à cet endroit-là de la connexion. J'ai réussi quand même à récupérer à l'intérieur le bout de prise qui était cassé, donc c'est faisable. Et puis au pire, si vous n'y arrivez pas, si vous cherchez un petit peu sur internet, des connecteurs comme ça, il y en a, c'est un petit peu embêtant à ressouder, mais ça se fait. Il n'y a pas grande difficulté, j'ai réussi à récupérer quelques VTX. Alors bon, avec nos drones FPV, on se crache souvent. Donc malheureusement, c'est ce qui se passe. Mais ce format MMCX, voilà, je trouve que sur des drones de taille 5 pouces, même jusque du 3 pouces, c'est quand même une taille qui est assez sympa. Alors après, vous avez plusieurs types d'antennes. Donc là, je vous en ai mis 3. Et celle-ci, en général, c'est pour vraiment faire de la portée. Vous n'avez pas beaucoup de portée avec ça. Vous n'allez pas avoir grand-chose. Alors, elle est compacte, elle est légère. Si vous faites de la course, peut-être que ça vaut le coup de monter ça, parce que ça permet de gagner du poids, en fait, de monter ce genre d'antenne. Mais après, voilà, au niveau de l'équipement, c'est ce qui est le moins efficace au niveau des antennes de VTX. Et puis après, vous avez ce type d'antenne. Donc ça, c'est les Lollipop de chez Foxeer. Là, elles sont en 2 formats. Alors finalement, la longueur ici, c'est pour donner un petit peu de dégagement. Parce que le problème, c'est que quand vous allez monter ça sur votre drone, une fois que vous avez la batterie qui est installée, l'antenne, elle va dépasser derrière en général. Et quand vous allez vous retrouver avec votre drone donc face à vous, forcément, l'antenne va être masquée par le drone et par la batterie. Donc du coup, vous allez avoir des pertes de vidéo. Alors il y a des gens qui montent des antennes qui sont un petit peu plus longues, mais le problème c'est qu'en cas de crash, et du coup, votre antenne, elle va se casser, vous allez la tordre, ou vous allez l'accrocher, par exemple, dans une branche d'arbre. Donc moi, je préfère utiliser quand même des antennes qui sont relativement compactes. Et puis sur les antennes, il y a 2 choses aussi. Et je pense que ce sera la dernière chose dont on parlera. Vous voyez, il y a marqué, donc 2, c'est la Lollipop 2. Et en dessous, vous avez un RHCP. Donc ça, c'est au niveau de la polarisation de l'antenne. Donc RHCP, ça veut dire right hand. Alors le C, circulaire, et le P, polarisation. Donc c'est une polarisation circulaire à droite. Vous avez des antennes qui sont en polarisation circulaire à gauche. Donc c'est pareil entre l'antenne qui est sur votre VTX et l'antenne qui est donc sur vos lunettes. Assurez-vous que vous ayez bien une RHCP des 2 côtés. Si vous mettez une RHCP sur votre drone et que vous avez une LHCP sur vos lunettes, votre réception vidéo, elle va pas être terrible parce que en fait, le signal, là vous avez les flèches, en gros le signal c'est comme un pas de vis qui va sortir de l'antenne et qui va rayonner. Donc là, il va sortir en tournant à droite. Et forcément, pour qu'il soit bien reçu, il faut que l'antenne, elle soit accordée. Donc à ce format-là, donc le format à droite. Donc l'antenne de réception, elle va être faite pour recevoir ce qui tourne à droite. Si vous mettez une antenne qui est en left-hand polarisation, donc en polarisation à gauche, ça va moins bien marcher. Donc ça peut être pratique aussi si vous achetez, si vous avez des jeux d'antenne en right-hand et en left-hand. Si vous voyez par exemple quand vous voulez, avec plusieurs personnes, que vous avez des brouillages alors que vous êtes sur des fréquences différentes, n'hésitez pas à monter un jeu d'antenne à gauche, justement pour être un petit peu plus indépendant, on va dire, au niveau de la dispersion des fréquences. C'est quand même relativement pratique. Donc après, je vous ai parlé de Smart Audio et d'IRC Tramp. Donc le Smart Audio et l'IRC Tramp, c'est juste des protocoles de communication. Il faut juste savoir ce qu'utilise votre VTX. Ils vont vous permettre donc de changer votre fréquence directement au travers de vos lunettes ou au travers de votre radio aussi, au travers de ce qu'on appelle les Lua scripts. Donc là, on va se focaliser un petit peu au niveau des lunettes. Quand vous branchez votre drone, vous avez un petit menu qui apparaît et il vous dit, si vous voulez aller dans les menus, mettez vos sticks au centre et puis mettez-les sur la gauche.
et ben si vous faites ça, en fait, vous avez un menu qui va apparaître et vous allez pouvoir donc intervenir donc en naviguant dans les menus sur la fréquence d'émission et la puissance d'émission. Alors, ensuite, au niveau du branchement de votre VTX, comment ça se passe? En gros, tous les VTX se branchent de la même façon. Alors, chez TVS, vous avez des façons un petit peu différentes de les brancher, parce que si vous avez du Crossfire, vous pouvez activer certaines fonctions supplémentaires. Mais là, on va vraiment rester sur du standard. Alors, en général, on a énormément de prises où on peut souder, où on peut brancher. On a plein de fils qui sortent et on ne sait pas forcément quoi en faire. Alors sachez que sur un VTX, le nombre de câbles total que vous allez brancher et utiliser en général, c'est 4. Vous allez en utiliser un pour le plus, pour alimenter votre VTX, donc un pour le plus et un pour le moins, ça fait déjà 2. Ensuite, vous allez en utiliser un donc pour le signal vidéo, pour envoyer donc en fait le signal vidéo de votre caméra sur votre VTX. Et puis ensuite, le dernier fil, c'est, alors ça va s'appeler ou soit Smart Audio, il y a certains constructeurs qui appellent ça télémétrie, mais en général, c'est voilà, ce fameux signal donc, qui va se brancher sur un UART. Donc l'UART, en fait, c'est une prise qui est sur votre flight controller et que vous allez brancher et que vous allez souder directement pour pouvoir justement activer ou ce Smart Audio ou cette IRC Tramp. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai pris un flight controller, le Mamba, pour ne pas le citer, qui est quand même relativement célèbre. Alors c'est pareil, je l'utilise sur pas mal de mes drones et c'est un flight controller qui marche vraiment bien. Alors, tous les constructeurs maintenant, ils essayent de rendre justement le branchement de tous les périphériques pratiques, donc de rassembler en fait tout ce qui est côté VTX, côté caméra. Par exemple, celui-ci, il se branche dans ce sens-là. Donc si on regarde un petit peu sur le plan, si on est branché dans ce sens-là, ça veut dire que notre caméra, elle est vers l'avant. Donc les prises de la caméra, elles sont ici, ce qui est quand même bien pratique. Ensuite, là, on parle du VTX. Alors, pourquoi on ne branche pas, par exemple, directement? Parce qu'on pourrait le faire. On pourrait brancher directement notre VTX sur la caméra. C'est-à-dire que le fil jaune, là, on peut le brancher directement sur le fil jaune de la caméra et on aurait de l'image. Alors, pourquoi on le branche, malgré tout, sur notre flight controller? Il y a 2 raisons à ça. Au niveau du signal, de l'alimentation, maintenant sur les nouveaux flight controllers, on a quand même pas mal de filtrage, ce qui permet d'éviter les lignes qui apparaissent au niveau de vos lunettes, au niveau de l'image. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'au travers de votre flight controller, vous allez avoir la télémétrie. Donc la télémétrie, ça vous permet d'avoir plein d'infos directement dans vos lunettes. La tension de votre batterie, par exemple, ce qui est très important, parce que ça vous permet de savoir quand vous posez. Après, vous pouvez mettre plein d'infos optionnelles, comme des chronos, j'en passe, les ampères consommés, les ampères instantanés. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez mettre, mais il faut que ça passe directement par le flight controller, puisque le flight controller, il dispose d'une puce. Alors, je crois que c'est celle-ci. C'est une puce qui est directement dédiée justement à tout ce qui est télémétrie, tout ce qui est retour télémétrie par l'intermédiaire de votre VTX. Donc, maintenant qu'on sait qu'il faut qu'on branche notre VTX sur le flight controller, il suffit qu'on trouve le bon endroit pour le brancher. Alors, vous pouvez regarder la doc de votre flight controller. Normalement, en général, c'est bien indiqué. Ils font des schémas qui sont quand même relativement corrects. Ici, sur le Mamba, sur le F405, donc sur la version 2, ça se passe sur la droite. Vous allez avoir donc toutes les infos pour votre caméra qui vont être de ce côté-là. Donc, vous allez avoir, pour commencer, votre source d'alimentation. Donc, suivant votre VTX, si par exemple c'est un VTX qui est HV, vous allez pouvoir le brancher en 9 volts,
qui est apparemment une tension qui convient bien en fait aux VTX qui sont en HV. Si votre VTX ne fonctionne qu'en 5 volts, vous branchez le plus, et bien directement le fil rouge sur le 5 volts. Ensuite, le fil noir, vous allez le brancher ici. Ensuite, vous avez donc la fameuse prise télémétrie qui va se brancher de ce côté-là. Et puis, le côté vidéo, et ben ça, ce sera le fil jaune qui va partir vers votre VTX. Donc, en gros, la vidéo, le fil jaune de la caméra va arriver ici. Ça va passer donc à l'intérieur du VTX par l'OSD. Et puis ensuite, ça va repartir vers votre VTX. Alors, au niveau de l'identification des fils, c'est relativement simple aussi. Si vous prenez par exemple celui-ci, alors j'espère que vous voyez les inscriptions. Ici, vous avez Smart. Ici, vous avez plus 5 volts. Ici, vous avez Grand. Ici, vous avez Vidéo. Vous avez encore un Grand. Ah, le focus n'est pas bien fait. Voilà. Donc, je vais recommencer. Donc ici, vous avez le Smart. Ici, vous avez un plus 5 volts. Ici, vous avez un Grand. Ici, vous avez Vidéo. Ici, vous avez encore un Grand. Et ici, vous avez 7 à 24 volts. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait que 4 fils à brancher. Et effectivement, c'est le cas. Mais les fabricants de VTX, ce qu'ils vous offrent la possibilité de faire, c'est d'alimenter votre caméra directement par le VTX. Moi, perso, j'ai jamais eu de problème, mais apparemment, ça peut être bien aussi de le faire, puisque, en gros, vous êtes sur les mêmes prises que le VTX, et vous avez moins de risques d'avoir des perturbations au niveau de votre image, telles que des lignes. Comme je vous l'ai dit, les flight controllers, donc de nouvelle génération, ils sont relativement bien filtrés et ça évite ce problème. Donc au final, les 4 fils qu'on va brancher, c'est le 7 à 24 volts. Donc ça, vous allez le brancher sur le 9 volts, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc de votre flight controller. Ensuite, vous avez le Grand. Donc ça, vous le branchez tout simplement sur le Grand de votre flight controller. Ensuite, vous avez Vidéo. Donc ça, c'est le fameux fil jaune donc, qui va aller se brancher sur le côté vidéo du flight controller. Et là, vous avez un Grand et un 5 volts. Donc ça, c'est l'alimentation. Vous pouvez alimenter très bien votre caméra par cet intermédiaire, mais ce n'est pas obligatoire. Donc ces fils, si vous ne les utilisez pas, vous les dessoudez, vous enlevez les connexions, vous ne les coupez pas, vous ne les laissez pas traîner, parce que s'ils rentrent en contact l'un avec l'autre, forcément, ça va avoir quelques dommages sur l'électronique. Enfin, ça va occasionner quelques dommages sur l'électronique. Et enfin, on a la dernière prise. Donc là, sur le Ishin qui s'appelle Smart, et celle-ci, c'est celle qu'on va venir brancher donc sur le TX3. Et puis, pour l'IRC-Tramp, après, on va prendre un autre VTX. Vous avez, pareil, le même type de connexion. Donc ici, de ce côté-là, en fait, c'est parce que lui, il a des options et vous pouvez lui mettre ce qu'on appelle le Bluetooth. Et en gros, le Bluetooth, ça vous affranchit finalement d'avoir à régler, à utiliser le Smart Audio. Donc, ou vous utilisez le Bluetooth, si vous avez l'option, vous utilisez le Smart Audio. Moi, sur mes drones, j'utilise le Smart Audio. Alors, c'est marrant, il y a une application, téléphone, tout ça. C'est sympa, c'est une super idée. Je pense qu'ils ont conçu ça à l'époque où le Smart Audio n'était pas très développé. Maintenant, franchement, le Smart Audio, ça marche très très bien. Donc, sur ce VTX-là, vous allez avoir le plus. Donc là, ça va être le fil rouge. C'est l'alimentation du VTX. C'est ce que vous allez brancher, encore une fois, donc du côté 9 volts, ici, puisque ce VTX, il est en HV. Ensuite, vous avez le Grand. Donc là, vous allez brancher à cet endroit-là, sur le Grand. Ensuite, vous avez un 5 volts. Alors, le 5 volts, encore une fois, c'est pour alimenter la caméra. Donc celui-là, vous n'en aurez pas besoin. Vous pourrez l'enlever directement. Donc là, vous enlevez la prise et puis vous faites sauter ce câble-là. Ensuite, vous avez vidéo. Donc là, c'est le fil jaune. C'est le câble donc, qui se branche de ce côté-là sur la vidéo. Ensuite, vous avez T. Alors eux, ils n'appellent pas ça Smart Audio, puisque c'est IRC. Donc ils appellent ça télémétrie. Mais c'est celui que vous allez brancher sur votre TX3 pour activer justement
Alors c'est pas le Smart Audio, du coup c'est l'IRC30. Mais encore une fois, c'est ce qui va vous permettre de changer votre fréquence d'émission et puis votre puissance d'émission aussi. Et puis enfin, ici vous avez un A, parce que sur certains VTX, vous avez un micro qui est intégré, ce qui vous permet d'écouter ce qui se passe dans votre drone. Alors, vous pouvez l'écouter au travers de vos lunettes si vous avez une prise de jack. Je ne l'ai jamais fait, il y a des gens qui aiment bien l'utiliser. Moi, je ne suis pas super fan, je ne suis pas partisan. Après, ça peut se faire. Voilà. Donc, vous avez une prise audio. Sur les VTX TBS, il y a certains VTX qui ont aussi de l'audio qui est disponible. Donc, après, ce signal-là, audio, très honnêtement, je ne sais pas où vous le branchez sur vos lunettes, enfin sur votre flight controller, parce que finalement, lui, il n'envoie pas le son. Comment il reçoit pas le son? Alors ça se branche peut-être à un micro, je sais pas, parce que en général ils envoient directement les mêmes infos, ils envoient l'audio et la vidéo sur la même fréquence et vous recevez tout. Donc l'audio, là sur un IRC30, je sais pas vraiment comment ça se configure. Je suis même pas très sûr qu'il y ait un micro, alors c'est peut-être justement pour brancher un micro directement sur votre VTX et puis comme ça vous pouvez avoir le son directement qui arrive dans vos lunettes. Donc là on a un petit peu fait le tour au niveau des branchements. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer donc sur un de mes drones comment activer tout ça dans Betaflight une fois que vous avez connecté ça. Et puis comment l'activer, parce que sur la version 4 de Betaflight, ils ont implémenté une nouvelle chose qui s'appelle les VTX Tables. Alors les VTX Tables, en fait, il va falloir les installer. Sur les versions plus anciennes de Betaflight, vous pouviez brancher et puis directement intervenir. Là, si vous avez une version de Betaflight 4 et que vous n'arrivez pas à régler votre VTX, c'est parce que vous n'avez pas installé vos VTX Tables. Donc je vais vous montrer comment activer le Smart Audio ou l'IRC30 et puis après je vous montre directement comment installer ces VTX Tables. Alors nous voilà donc sur Betaflight et on va partir du principe que vous ayez tout correctement branché sur votre drone. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est activer le fameux Smart Audio ou l'IRC30. Donc là, j'ai un drone qui est branché. Alors, c'est pas un drone qui a une Mamba, c'est un autre flight controller, mais dans le principe, ça reste la même chose. Sur le Mamba, ce que je vous avais dit, alors je vais regarder quand même dessus, c'était la TX3. Donc, il y a un moyen mémotechnique en fait, parce que sur certains flight controllers, ils vont pas spécifiquement vous dire, ok, branchez votre Smart Audio, le Smart Audio de votre VTX directement sur le TX3, ils vont vous laisser le choix. Mais quoi qu'il arrive, il faut le brancher sur un TX et pas sur un RX. Alors le moyen mémotechnique, c'est que TX, ça veut dire transmission. Et en gros, c'est votre flight controller qui transmet l'ordre à votre VTX de changer de fréquence. Et c'est pour ça qu'il y a des confusions de temps en temps, mais c'est pour ça qu'il faut le brancher sur un TX. Et le côté donc, de votre VTX, ça va être le RX, puisque sur le VTX, le VTX va recevoir les informations de votre flight controller. Donc j'espère que c'est clair, que je ne vous ai pas trop embrouillé là-dessus, mais maintenant, on va activer notre Smart Audio ou notre IRC30. Donc pour ce faire, vous vous connectez à votre drone et vous allez dans l'onglet Port. Et là, dans l'onglet Port, vous allez avoir donc tous les UART dont on a parlé tout à l'heure. Et l'UART, alors c'est si vous avez branché par exemple votre VTX, donc la prise, la fameuse prise télémétrie, alors UART, que sais-je, elle porte différents noms, mais c'est cette fameuse prise de télémétrie. Si vous l'avez branché par exemple sur le TX2, il va falloir aller voir sur l'UART2, TX3, UART3 et ainsi de suite. Alors moi, pour ce qui concerne mon drone, c'est branché sur l'UART3 et puis finalement, c'est comme la Mamba, donc c'est classe. Et là, vous allez sur périphérique, donc qui est tout à droite. Et là, vous voyez, moi je l'ai déjà activé. Donc là, on peut
activer plein de choses, mais là on parle du VTX. Donc si vous avez un VTX donc, qui est en TBS Smart Audio, vous allez donc faire TBS Smart Audio, et si vous avez un VTX qui est en IRC Tramp, vous allez aller sur IRC Tramp. Donc là on se met sur TBS Smart Audio, pardon. Vous faites 7 Reboot, je ne vais pas le faire parce que moi il est déjà paramétré correctement. Et puis ça va resetter, et là ça va donc dire au flight controller que c'est un VTX qui est branché sur le TX3. Maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est activer donc ce Smart Audio. Donc après on peut aller dans configuration, mais là-dessus il n'y a rien à faire. Alors bon, activez votre télémétrie quand même si vous voulez que votre télémétrie soit affichée dans vos lunettes. Il faut l'activer donc à cet endroit-là. Et puis après, il y a une autre chose donc qui est à faire. Je coupe le son, excusez-moi, j'ai des notifications. C'est aller dans vidéo transmetteur. Alors ça, c'est vraiment spécifique à Betaflight 4. Donc toutes les versions Betaflight 4.0 et au-dessus, alors là on est sur la 4.1.1, vous allez avoir ce qu'on appelle les VTX Tables. Donc là vous allez sur cet onglet vidéo transmetteur. Donc moi c'est déjà paramétré aussi, mais là quand vous allez arriver sur cette page, ça va être vide. Et vous allez avoir une petite info ici, donc c'est où il vous explique que c'est ici que vous pouvez configurer votre transmetteur vidéo. Et que s'il supporte le Smart Audio ou l'IRC Tramp, vous pouvez donc paramétrer cette page. Donc il vous donne un lien directement sur lequel vous pouvez aller. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, ce lien, je vais le copier et le coller sur une autre page, voilà. Hop, et puis je vais réduire ça pour que vous puissiez voir correctement. Donc tout ce qu'il y a. Donc là, en gros, c'est donc les VTX Table for Use dans le configurateur. Donc ils vous disent de choisir, en gros, le VTX que vous avez, et puis de le brancher. Alors pour l'IRC Tramp, vous avez plusieurs marques. Donc vous avez le Matek, vous avez eFlight, Runcam, et puis SpeedyB. Et là, c'est assez direct puisque vous allez faire un clic droit. Vous allez, suivant donc, la marque de votre IRC Tramp. Là, vous avez l'IRC Tramp, donc c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. En gros, vous faites un clic droit et puis, suivant la région dans laquelle vous êtes, alors Europe ou USA, donc là, en fait, vous allez avoir une table donc de fréquence et de puissance qui sera différente, puisqu'en Europe, comme je vous l'ai dit, on est limité à 25 mW. Mais ça ne vous empêche pas de télécharger aussi la table pour les US, donc qui propose des fréquences un petit peu supérieures. Faites ce que vous voulez. Pour le TBS Smart Audio, c'est un petit peu plus compliqué. Alors pour TBS, en fait, vous avez plusieurs versions. Vous avez le Smart Audio 1.0, le 2.0 et le 2.1. Alors comment on fait pour connaître la version de notre Smart Audio, parce que finalement on va pas forcément, sinon on va pas installer une version qui est adaptée à notre VTX. Alors c'est relativement simple, ça demande un petit peu de manip, mais ça prend pas énormément de temps. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans d'abord Blackbox. Dans la Blackbox, vous allez lui demander au niveau du mode debug d'aller voir donc le Smart Audio. Donc il faut trouver l'info Smart Audio. Donc elle est ici. Donc je clique sur Smart Audio, je fais Save and Reboot, mon flight controller va redémarrer, et ensuite je vais aller dans Sensor. Alors ici il n'y a rien de sélectionné, on a juste le debug mode qui est ici. Donc là par contre il va falloir brancher une batterie. Il va falloir alimenter le drone puisque le VTX pour l'instant il n'est pas alimenté, donc il ne peut pas aller chercher ce genre d'infos. Donc comme d'habitude, enlever les hélices. Donc on connecte, ça va se mettre à biper, mais par contre il y a une info qui va apparaître, c'est 200. Donc ça veut dire 200, je vais couper, elle va disparaître.
Mais 200, ça veut dire qu'on est, elle disparaît pas pour l'instant, alors elle va peut-être disparaître bientôt, mais 200, ça veut dire qu'on est sur la version Smart Audio 2.0. Si vous aviez par exemple un 210, un 216, vous seriez sur la version donc 2.1, et si vous aviez 100, vous seriez sur la version 1. Alors, petite pause dans la vidéo parce que je vous ai raconté des bêtises juste avant. Si vous regardez sur la page internet que je vous ai donnée pour les VTX Tables, il vous donne exactement tous les codes qui correspondent justement au code debug. Et en gros, un 100 correspondra à un Smart Audio 1.0, un 116 à 1.0 qui est débloqué parce que vous avez certains VTX qui arrivent bloqués. Donc il y a une petite manip à faire dessus pour les débloquer, ce qui n'est pas très long. Mais si vous avez un 200, un 216, c'est du 2.0. Et si vous avez un debug code qui est en 300, là ça va être du 2.1. Donc regardez ce petit tableau, alors c'est même pas un tableau, c'est une liste, mais consultez-le pour voir la version dans laquelle vous êtes. Alors une fois que vous connaissez la version de votre Smart Audio, vous n'avez plus qu'à télécharger la VTX Table, donc la table des fréquences en français. Et alors là, vous cliquez pas, vous faites pas un clic gauche, vous faites un clic droit. Donc vous faites un clic droit et vous faites enregistrer le lien sous. Vous l'enregistrez sur votre bureau où vous voulez, dans un dossier où vous voulez, et vous conservez ce fichier. Ensuite, une fois que vous avez enregistré donc ce fichier de VTX Table, vous allez retourner donc sur la page vidéo transmetteur. Vous allez lui demander donc de lire à partir d'un fichier, alors comme ceci. Alors la page elle s'ouvre, pour moi vous la voyez pas parce qu'il y a tous mes fichiers perso secrets, mais voilà, et puis ensuite vous cliquez tout simplement sur la table que vous avez téléchargée. Donc c'est un fichier qui est au format JSON, donc vous allez le reconnaître, il y a un gros logo JSON. Vous le sélectionnez, vous faites ouvrir et ensuite il va vous mettre à jour votre VTX Table et puis il va vous mettre à jour aussi toutes les puissances d'émission qui sont disponibles. Et puis une fois que vous avez fait ça, ce que vous pouvez faire aussi, c'est sélectionner une bande que vous utilisez directement, enfin assez souvent, régulièrement. En fait, vous pouvez directement paramétrer votre VTX au travers de Betaflight et lui dire ok, moi je veux voler tout le temps sur R7. Donc quand vous allumerez votre drone, il sera tout le temps sur cette fréquence, mis à part si vous la changez après. Donc là, en gros, j'ai sélectionné Race Band, le 7, 25 mW bien sûr. Et puis ensuite, vous faites sauvegarder. Et puis ça s'arrête là. Alors vous pouvez aussi utiliser le pit mode. Alors moi je l'utilise pas. À savoir que le pit mode, en gros quand vous allez brancher votre batterie, votre VTX va pas émettre. Et pour l'activer, il faudra utiliser un interrupteur donc que vous allez sélectionner dans vos modes. Alors ça je peux vous montrer. Si vous allez donc dans la page mode, vous avez VTX pit mode normalement. Voilà, qui est ici. Donc là, vous sélectionnez un interrupteur directement et quand vous allez actionner cet interrupteur, là, votre VTX va passer à la puissance que vous lui avez demandé. Donc par exemple, 25 mW en France. Donc voilà, on a à peu près fait le tour de la programmation sur Betaflight 4.0. Si vous utilisez une version antérieure de Betaflight, vous n'aurez pas besoin de faire tout ça. En gros, ce sera directement paramétré. Vous pourrez accéder à vos fréquences directement au travers de vos lunettes ou comme je vous le disais au travers des Lua scripts. Alors je pourrais vous faire une vidéo qui vous montre comment faire fonctionner vos Lua scripts sur votre radio. Alors moi je le ferai sur la T16. Après sur une Taranis c'est la même chose, c'est un petit peu moins clair. L'avantage de la T16 encore une fois c'est que vous avez un écran couleur. Donc ça vous permet vraiment d'avoir des infos claires et précises on va dire. Mais je pourrais vous faire un petit tuto là-dessus, alors qui est pas très long parce que finalement les infos qui apparaissent parlent d'elles-mêmes et maintenant en fait sur les nouvelles versions d'OpenTX, les Lua scripts ils sont installés par défaut,
Donc il n'y a même plus besoin de s'embêter à faire des manips, mais je pourrais vous montrer comment on navigue à l'intérieur de ces menus. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez appris plein de choses sur les VTX, sur comment les brancher et comment les paramétrer. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce, à commenter la vidéo, à poser toutes les questions que vous voulez. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!